nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Sarah Tesa, psychanalyste et philosophe, et j'y tiens quand même beaucoup, parce que ça fait partie de ma formation initiale. Alors j'avais prévu aujourd'hui de vous faire quelque chose d'assez léger, de relativement court, vu que c'est la fin un peu du festival et pendant donc ces 2 jours on a entendu vraiment beaucoup de choses très intéressantes et donc qui m'ont aussi permis de remarquer qu'il serait peut-être plus intéressant pour moi aujourd'hui, étant donné que je voulais parler des métamorphoses du cabinet, de faire un petit peu un lien avec tout ce que j'ai retenu de ce festival, à savoir donc sur ce thème, qu'est-ce que la psychanalyse aujourd'hui, la psychanalyse sur le vivant. Donc à la base, quand on m'a parlé du thème du festival, je me suis dit de quoi je vais bien pouvoir parler, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, notamment sur le fait que la psychanalyse, comme le disait Antoine avant, a à la fois une réputation et une image qui est quand même relativement négative au niveau du public. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cette image négative? Parce que déjà ils ne sont pas informés. Quelqu'un qui va mal, initialement, on parlait donc ce matin lors de la table ronde par comment choisir son psy. Imaginons donc une personne qui va mal. Quelle est la première étape? On va dire qu'il va se passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Autrement, je vais mal. Bon, à partir de là, bon, j'ai décidé de me soigner. Je vais donc aller voir mon médecin généraliste. Bonjour docteur, je me sens mal, rien ne me fait plaisir. Rien ne m'intéresse, je suis en train de tomber dans une espèce de léthargie. Ok, on va vous faire une bonne petite prescription avec des anxiolytiques et des antidépresseurs, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le combo qui vraiment ne doit pas être utilisé. Pourquoi? Parce que ça crée, on va dire, des effets secondaires redoutables qui rendent encore plus dépressifs, jusqu'à conduire certains, pour ceux qui le supportent d'une autre manière, à des envies de suicide. Donc c'est quand même contradictoire que quelque chose qui est censé nous soigner, nous empêcher de déprimer, nous rende suicidaires. Donc à partir de là, la personne, on va essayer de les cacher, etc. Ça n'ira pas mieux. Quelle est l'étape donc suivante? Donc je retourne chez mon médecin, il va me dire « allez chez le psychologue ». Je vais aller chez le psychologue, je vais prendre les pages jaunes. On parlait ce matin de comment savoir où trouver le psychanalyste. Première étape, effectivement, on va aller voir les pages jaunes, celui qui est plus près de chez moi, pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin. Pourquoi le psychologue? Parce que forcément, le médecin nous l'aura conseillé d'abord. Donc, nous allons chez le fameux psychologue, qu'est-ce qu'il va lui donner? On va dire, je ne dors plus la nuit, etc. Il va nous dire, bon, alors vous êtes dépressif. Et là, il nous a donc bien rangé dans une petite case. Le problème est justement la petite case dans laquelle il nous a enfermés. Car si déjà, le psychologue, admettons, s'est trompé, donc aura mal diagnostiqué son patient, il va finir par croire réellement, par exemple, qu'il est atteint d'une dépression, alors que ça se trouve, c'est simplement un trouble léger à assimiler d'une autre façon, à voir d'une autre manière. Bon, le psychologue ne l'aidant pas, qu'est-ce qu'il va faire à partir de là? Il va donc aller voir le psychiatre. Et là, on tombe, comme le disait d'ailleurs Antoine avant, on va dire dans une dérive qui est vraiment tragique, à savoir qu'on n'utilise plus du tout la conscience. Les médicaments qui sont donnés sont tellement forts que la personne est un peu avachie, limite à avoir de la bave. Je me rappelle lors de ma formation, j'ai fait donc ma formation au Québec, à savoir que la psychanalyse là-haut est considérée au même titre que la psychiatrie, et ils travaillent ensemble. C'est souvent des cliniques qui mélangent à la fois psychiatre et psychanalyste. Et ils m'ont dit, bon, bah, alors votre premier patient, allez le voir, etc. Et j'arrive, et puis il était comme ça, en train de baver. Je me suis dit, mince, comment je vais faire avec ça maintenant? Parce que alors, je lui dis bonjour, j'essaye de lui parler, aucune réaction, même pas de mouvement oculaire, rien du tout. Donc je vais voir mon collègue et je lui dis, mais comment je fais? Oh ben vas-y, tu lui poses des questions, tu verras, il pourra te répondre. D'accord. Ils ont une technique au Québec de vous mettre dans le bain, comme ça, débrouillez-vous. À la fois, c'est un peu moqueur, on va dire un aspect gentil, mais en même temps, je trouve que cette technique fonctionne bien. Pourquoi? Parce que ça marque l'esprit. Donc par exemple, depuis, c'est déjà qu'avant, je n'étais pas spécialement, par exemple, pour les médicaments, maintenant, je suis radicalement contre. Donc même si quelqu'un, à mon sens en tout cas, va avoir, on va dire, un décès, par exemple, l'utilisation d'antidépresseurs, de calmants, etc., va avoir un effet plutôt destructeur sur cette personne.
Donc je pense qu'à partir de là, il faut qu'on arrive, en tout cas dans le cadre de la psychanalyse, déjà non seulement à pas arriver au même stade que les psychiatres ou les psychologues, à savoir soit de mettre des étiquettes, soit de simplement dispenser des médicaments. Je ne veux pas par là attaquer leur profession. Ils sont formés en ce sens, etc. Ils ont de très bons résultats sur certains patients, mais par mon expérience, j'ai plutôt trouvé ça négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'on n'accède plus du tout à la conscience du patient. Il va nous dire, si quelqu'un ne dort pas, il ne sera pas forcément, nécessairement, le dépressif. Il ne sera pas si, je ne sais pas, il a des changements de comportement, comme on parlait ce matin, le psychotique, etc. C'est des étiquettes qui vont conditionner la personne qui va venir nous voir, jusqu'au point de lui faire croire qu'il l'est. Quand je vais avoir quelqu'un en face de moi qui vient me voir pour que je l'aide, parce que c'est bien ça qu'il veut à la base, je vais le voir en tant que personne. Et non pas comme celui que je dois d'abord classer afin après de pouvoir faire quelque chose avec lui. Je pense que la psychanalyse rentre dans l'idée plutôt d'un parcours. On disait faire le choix ce matin de comment choisir son psy. C'est plutôt comment réussir à trouver la personne qui nous correspond. Et comme le disait justement Frédéric, parfois il faut passer par plusieurs étapes, plusieurs personnes, afin de pouvoir justement développer, on va dire, le problème que nous avons initialement. Alors, à côté de ça, donc, initialement, comme je vous le disais, je voulais faire quelque chose sur le cabinet en tant que lieu. Le lieu du cabinet, donc à savoir l'espace, donc la vision un petit peu plus, on va dire, spatiale de la psychanalyse, à savoir que l'espace a besoin d'être adapté aux patients, aux analysants, c'est un terme qu'on préfère, que nous allons accueillir. Pourquoi? Parce que ça va déterminer aussi l'orientation de sa thérapie, par exemple. Donc, mon objectif est de vous amener à envisager une forme adéquate du lieu pour l'exercice de la psychanalyse ou de la thérapie proprement dite. Par ailleurs, ça pourra permettre à tout un chacun ici d'observer que l'espace et donc l'environnement, tout le monde le sait, sont fondamentaux dans notre manière de percevoir le monde qui nous entoure et qui va nous donner aussi une perspective des choses. Cela va déterminer donc également si nous sommes disposés à entrer en communication à la fois pour le patient avec son psy et l'inverse. Et plus généralement même avec autrui. Et donc ça va nous permettre aussi d'estimer notre bien-être à ce moment clé. Rarement, en tout cas dans mon expérience, qui est très très petite, je vois quelqu'un qui me dit « je vais bien, c'est pour ça que je viens vous voir ». En général, on va dire que nous sommes plutôt là pour apaiser, aider. Après, comment le faire aussi? Je pense que le lieu dans lequel nous allons pratiquer justement une thérapie, par exemple, va vraiment déterminer l'évolution de la personne. À côté de ça, je pense aussi que notre modernité nous impose d'évoluer à des fins thérapeutiques. Notre société s'implante largement numériquement. On voit se répandre des séances effectuées à distance qui apparemment ont d'excellents résultats. Il y a une forte demande. Alors après, effectivement, la question, comme disait Pierre aussi ce matin, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui passe de la même manière que si on avait la personne en face, à mon sens, je ne pense pas au même point, mais je pense que ça peut être très utile pour lier justement le contact. La psychanalyse doit, à mon sens, s'adapter vraiment d'un point de vue virtuel, virtuellement. On peut prendre l'exemple de Skype. Skype qui permet justement de pouvoir entrer en contact avec des personnes complètement ailleurs. Pourquoi notre psy serait celui qui habite à côté de chez nous et pas celui qui habite, je sais pas, dans le sud, etc. Ou dans un autre pays même. Pourquoi? Parce que suivant les pays, nous allons avoir donc différentes méthodes, comme on a pu l'entendre pendant ces 2 jours, différentes écoles qui vont pratiquer différentes techniques. Sans vouloir vexer qui que ce soit ici, je trouve qu'il y a quand même une espèce
un gros questionnement sur quelle école choisir, quoi faire, est-ce que nous allons rester sur Freud, etc. Je pense que s'inspirer naturellement de tout ce qui a été fait est fondamental. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut progresser. À savoir, ça fait un peu bizarre de dire ça, piocher à droite à gauche ce qui convient à la personne que nous avons au moment, dans l'ici et maintenant, j'ai envie de dire, au moment clé devant nous. Globalement, j'ai l'impression un peu que ce phénomène d'étiquetage dont je parlais avant est un peu trop répandu et conduit à peut-être pas une incompréhension, mais une mésinterprétation, si je peux utiliser ce terme, du problème duquel on nous parle. De même, à côté de ça, les thérapies effectuées en extérieur, comme dans les pratiques à la mode de coaching, vont montrer de très bons résultats. Donc même si effectivement on peut les critiquer parce que n'importe qui peut s'improviser façon par les coachs, je prends un exemple bête, une femme qui aime la mode va décider que par la mode elle va réussir à soigner n'importe quelle personne et que la personne se sentira mieux. Ça plaît bien ça, ah oui. Voilà, ça marche, bon, ça marche énormément. Sauf que... Sauf que... c'est bon, ça. Chez certains patients, rien que le fait de travailler, donc le travail sur l'image, va aider. Après, pour le sens d'une analyse complète, effectivement, un coach en mode n'aidera absolument en rien. Ça peut faire partie, on va dire, des petits outils que va avoir le patient pour pouvoir, on va dire, s'aider lui-même, déjà, en dehors d'une analyse. Disons que ce serait comme un complément, en plus, qu'il faudrait utiliser. À côté de ça, l'espace que représente le cabinet donc, du psychanalyste ou du thérapeute, il doit donc aussi se transformer, afin qu'il puisse être un réel outil de communication, surtout, pour libérer finalement la parole. Après, c'est profondément logique que de constater que suivant l'endroit où nous nous trouvons, nous allons nous sentir plus ou moins bien, s'il y a trop de bruit, peut-être qu'on va plus angoissé, trop de monde, etc. Mais lorsqu'il s'agit de notre bien-être, nous ne remarquons pas forcément que c'est l'aspect du lieu dans lequel nous nous trouvons qui va déterminer si nous allons par exemple aimer une chose. Je prends un exemple, à l'université, admettons que vous ayez votre tout premier cours, sauf que la salle, il fait très très froid à l'intérieur, le professeur est malade, etc. On va avoir une impression négative. Alors que si ça se trouve, dans une salle chauffée avec un professeur en santé, on va dire, on aurait réussi à aimer cette matière. J'essaye par là de vous faire comprendre que le lieu, en tant que simplement espace géographique, qui n'est pas forcément celui d'un bureau dit classique, va justement nous permettre de faire évoluer la thérapie du patient. Pourquoi rester constamment dans un seul lieu, dans ce fameux bureau, sur ce fameux divan? Pourquoi ne pas essayer de faire d'autres choses? Admettons par exemple premier contact par Skype, ensuite rendez-vous au cabinet, puis après sortie éventuellement nature ou je ne sais quoi. Voilà. Je pose différentes, on va dire, options, mais parce que les options doivent s'adapter en fonction de ce que la personne recherche aussi. Après, l'espace qui doit être consacré justement à la parole n'a plus vocation à être perçu comme un lieu austère, strict, avec un médecin coincé forcément derrière sa petite cravate. Vous voyez, je viens de commettre un lapsus, un médecin. Un médecin à la place de dire un psy. Pourquoi? Parce que le psy est trop souvent justement considéré comme quelqu'un de vraiment très rigide. Il est là pour certaines personnes pour émettre un jugement. Beaucoup de personnes vont éviter d'aller consulter, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se retrouver déjà jugés par quelqu'un, alors même que le psychanalyste de base n'aura pas voulu le faire ou quoi que ce soit, c'est une crainte qui est dans la personne qui va venir nous voir. Est-ce qu'il va penser que je suis fou? Est-ce que... ou alors même, pourquoi est-ce que j'irai consulter? Je ne suis pas forcément fou. J'ai un petit problème comme tout le monde en a. Sauf que le lieu va vraiment déterminer comment il va être
comment il va développer justement sa propre analyse. Ça permet notamment aussi, comme je le disais avant, de libérer la parole, et en même temps, ça lui apporte déjà un bien-être. Le fait que le bureau ne soit plus perçu comme le lieu où on va le juger, avec une autre superficialité, une autre apparence, va lui permettre peut-être de progresser plus vite. Donc pourquoi parler aussi alors de métamorphose du cabinet? Donc, comme vous l'aurez bien compris, la forme du lieu nous conditionne de telle sorte que le simple fait d'être dans un endroit agréable dans lequel nous nous sentons à l'aise nous pousse à être plus optimistes, enjoués ou au contraire tristes. Cela fait appel d'une part à on va dire à notre conscience, en lien donc avec le vécu de l'homme. Admettons, le patient déteste le verre car il a subi un traumatisme. Sauf que quand il arrive chez son psychanalyste, le mur est vert. Est-ce qu'à votre avis, c'est une question, ça passera de la même manière? Est-ce que sa thérapie va fonctionner de la même manière qu'avec, je ne sais pas, sa couleur favorite? Forcément non. Comme je vous le disais, j'ai voulu faire quelque chose de volontairement léger qui va être axé sur l'apparence. Pourquoi? Parce que l'apparence, finalement, et surtout dans notre société actuelle, elle montre, elle nous donne à voir quelque chose. Et, quand il s'agit du cabinet du psychanalyste, d'être perçu d'une autre manière. En gros, ce serait finalement jouer avec des codes. D'autre part, comme je vous le disais, c'était plus par rapport à peut-être un traumatisme inconscient qui serait intervenu donc, chez le patient. À savoir que, par exemple, on peut modifier totalement notre rapport à celui-ci. Donc soyons plus clairs, en prenant l'exemple d'un patient atteint de dépression. Dans la majorité des cas, lorsqu'elle est installée, le patient a tendance à s'isoler afin de se retirer du monde, façon de parler. Donc, type, il va être resté couché chez lui, ne plus bouger. Donc, il faut que nous arrivions à le toucher, à l'aider. On ne peut pas rentrer chez lui sans qu'il le veuille lui-même. Mais, en l'occurrence, le fait d'être présent, par exemple, sur Internet, va lui permettre, en tout cas, de pouvoir nous contacter plus facilement. Il se dit, bon, je suis chez moi, je suis caché, il faut quand même que je m'aide. Il va toujours avoir un regain à un moment donné. Et c'est à ce moment-là que, justement, il va cliquer, il va chercher et il va trouver. D'autre part, bon, là je parle encore des dépressifs, ça va être justement sur le fait que ces patients vont avoir des crises plutôt de type nocturne. Ils vont essayer de céder, en général la nuit. Rien n'est ouvert, pas de système d'urgence, etc., etc. La psychanalyse sur le divan, à mon sens, c'est de voir comment faire évoluer la psychanalyse. Non pas dans ses fondements, mais plutôt de s'adapter à notre modernité. Est-ce que finalement on peut se demander, est-ce qu'un dépressif va réussir à travailler sur, par exemple, sa névrose personnelle en restant cloîtré chez lui? Bien sûr que non. Est-ce que ça va l'aider simplement par Skype? Pas forcément, comme on l'a mis en route ce matin. Il faut, à mon sens en tout cas, sortir, on va dire, d'un modèle dit classique, proposer des séances à distance, l'idée de psychanalyse virtuelle. Alors j'ai quand même un doute là-dessus, dans le sens où, effectivement, est-ce que ça pourrait fonctionner de pratiquer ça uniquement par Internet, sans qu'il y ait réellement le côté humain qui soit mis en avant. C'est à nous, à mon sens en tout cas, si lui ne peut pas se déplacer, de nous déplacer, de l'aider, on va dire à nous contacter. Il nous faut un modèle de communication qui ne soit plus aussi rigide ou dans des sphères qui sont considérées comme hautement intellectuelles, etc. Je me suis rendu compte que quand on me demandait comme ça, à l'occasion, qu'est-ce que je faisais, quand je dis psychanalyste, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va aller jusqu'à me dire Atchoum. Atchoum. Dans le sens où ils ne comprennent même pas le mot. Ça montre bien déjà par là que la psychanalyse
on va dire, est mal réceptionnée. Elle n'est pas présente non plus au niveau des médias. La psychiatrie, la psychologie, ou nombre d'émissions qui axent, on va dire, leur émission sur certaines personnes qui auraient des troubles, qui se transforment là jusqu'en des choses très méchantes, car elles se moquent des personnes. Je vous prends l'exemple d'émissions ridicules comme Confessions intimes, etc. C'est plutôt, on va dire, le vice de regarder quelqu'un qui va mal quand même. Ou de se rassurer peut-être en se disant « heureusement que je ne suis pas comme ça, tant mieux ». Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre surtout qu'on va ridiculiser ceux qui auraient un problème, ceux qui ne sont pas dits normaux. Alors personnellement, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire normal. Moi, tout le monde a un problème, X ou Y, constamment, à un certain moment de sa vie. Donc à partir de là, l'entremise, on va dire, de l'ordinateur nous permet aussi d'entrer dans l'intimité, par exemple, du patient. Voir le lieu de vie de quelqu'un va nous apporter des indices. Je ne dis pas que c'est en voyant que, je ne sais pas, il a tête tapée ou que c'est de désordre chez lui qu'on arrivera à l'aider tout de suite. C'est simplement des indices qui vont être les marqueurs, chose qu'il ne nous dira pas forcément. Personne ne va nous dire c'est le bordel chez moi, etc. Le phénomène de honte dont tu parlais ce matin, c'est exactement ça. Est-ce que déjà on va réussir à dépasser l'ego, tout simplement? Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir un effet plutôt négatif qu'autre chose? Donc ça nous offre aussi, non seulement un confort personnel, on va dire, pour débuter quelque chose, mais aussi la notion du soi qui va être développée. Pourquoi développer? Parce que, comme je le disais, en pénétrant dans son lieu de vie, on va avoir ce fameux indice qui va nous permettre, à côté de ça, de voir que l'environnement dans lequel la personne évolue va être justement peut-être déterminant. Est-ce que le fait d'habiter à Paris, pour les Parisiens, avec tout ce bruit, cette pollution, ce côté... personnellement, je viens de l'Est, donc chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que tout le monde est tendu, tout le monde est à cran. Est-ce que finalement l'environnement, du coup, l'habitude peut-être, oui, voilà, donc par exemple le bruit, Jean-Luc ne l'entend plus du tout, on ne pourrait plus l'entendre, alors que moi j'entendrais que ça. Est-ce que donc du coup l'environnement, nous ne pouvons pas créer aussi un environnement qui serait plus favorable? Donc ce confort relationnel, virtuel, donc il est typique quand même dans notre modernité, et il convient de le mettre en place aussi au sein de notre activité afin de le développer thérapeutiquement. Nous ne pouvons plus, devant l'accroissement exponentiel de pratiques telles que le coaching ou toutes ces pseudothérapies en lien avec le bien-être, rester cloîtrés au fond d'un cabinet austère et grégaire, je dirais même. Il convient de nous adapter non seulement donc virtuellement, en développant une consultation, mais aussi en travaillant sur le lieu de l'exercice dans le sens géographique, spatial, visuel. L'apparence, l'aspect du cabinet incitera le patient à se confier davantage s'il se sent à l'aise. Ainsi, sans tomber dans un phénomène de relooking ni dans maison et déco ou je ne sais pas quelle émission, etc., les couleurs que nous choisissons d'utiliser, par exemple pour les murs, le mobilier et même celles de nos vêtements, vont participer à la conception que le patient se fera de sa propre thérapie. Si le thérapeute, on va dire, a l'air très rigide, cravate coincée, sans critiquer les cravates pour ceux qui en ont aujourd'hui, désolé, est-ce que finalement, il va se sentir plus à l'aise en venant le voir comme ça, avec sa cravate? Il va se dire oui, lui c'est quelqu'un de sérieux, il porte une cravate. L'image va être fondamentale. Ou est-ce que, au contraire, il se sentira peut-être plus à l'aise dans une liberté de parole, pour libérer la parole, devant quelqu'un en jean t-shirt? Voilà, Frédéric, allez, on a les deux exemples aujourd'hui. Donc, je pense que toutes ces petites choses
construisent la thérapie de la personne en question. On dit couramment, par exemple, le fait d'utiliser la couleur rouge va donner une impression agressive, alors qu'il faut privilégier le beige, le taupe, ça donne un air plus agressif. Ça va réveiller le désir. On en a pour tous, hein. Voilà. Donc il s'agit à la fois, donc vous l'aurez compris, d'utiliser donc le lieu comme un outil à la fois de compréhension des conditions de vie, mais également de jouer, ou même avec certains codes, afin de transformer l'espace strict en un espace adapté spécifiquement pour un mieux-être. D'où l'idée de métamorphose. En effet, nous sommes influencés par la représentation que nous constituons à travers les sensations qu'un lieu est capable de nous rendre. Il est évident d'ailleurs qu'un environnement bruyant, surpeuplé, comme je le disais avant, nous invite à une forme de saturation, voire d'angoisse. À long terme, on s'y habitue. De même, lorsque nous décidons de travailler sur le moi intérieur, il faut alors un espace qui lui correspond. Vous me direz, mais on ne peut pas changer à chaque fois pour chaque patient qui va venir me voir. C'est très complexe. Et vous avez raison. Mais c'est plutôt dans la forme thérapeutique, on va dire que prend la séance, qu'il faut travailler, que ce soit par l'intermédiaire de virtuel, pour la séance à distance, mais aussi par la mise en place d'un cabinet qui serait ouvert à la parole. On voit d'ailleurs d'excellents résultats, par exemple, avec les thérapies en pleine nature, de bien-être, les marches. Pourquoi? Parce que le fait d'être, admettons, de partir dans les Vosges, dans le massif, les Alpes, les Pyrénées, en montagne. Nous allons partir donc. Est-ce que justement le fait, les fjords, est-ce que justement le fait de se délocaliser ailleurs ne permet pas de libérer la parole? Est-ce que finalement cette personne nous dirait la même chose qu'on soit ici, qu'on soit ailleurs? À mon sens, non. Elle nous le dirait en tout cas d'une autre manière aussi. Quand l'environnement, par exemple, qui va être calme, ça va l'inciter à s'extérioriser davantage. Les marches. On peut prendre l'exemple notamment de Socrate, pour en revenir à la philosophie, qui se promenait, tout simplement, en interrogeant. La marche, finalement, a constitué, j'ai envie de dire, et c'est un avis profondément personnel, les premières thérapies. Le fait de marcher avec un ami pour discuter de ses problèmes. Pourquoi est-ce que maintenant, nous restons dans des cabinets, avec le bureau qui fait en plus barrière, vraiment, à la personne qui se trouve en face de nous? Non? Normalement, non. Enfin, normalement, l'approche psychanalytique, non. C'est discutable. Il y a aussi la loi, il y a aussi des limites. Au début, il y avait des limites. Ouais. On n'aurait pas été avec les petits oiseaux, écolo, machin, Freud, je ne le vois pas du tout. Il y a une rigidité dans la psychanalyse. Je ne le vois pas du tout se balader dans la montagne. Il y a des plus grosses. Oui, il y en a très peu. Les pionniers, ils sont très rigides. Non, mais il se promenait dans Vienne On va avec. dire ça, hein. Et c'est En vrai. tout cas, il n'y avait pas de Freud, bureau. Non. Le bureau était là, mais il y avait le divan et le fauteuil, et le vis-à-vis ou le divan. Regarde Pas le le bureau divan de entre les deux. Freud, il est impressionnant, le divan de Freud. Est-ce que finalement, le divan, il ne faut pas se déplacer lui-même? Très impressionnant. Freud a déroulé. De manière métaphorique, j'ai envie de dire. Freud se promenait dans la rue de Vienne avec Gustave Mahler, c'est comme ça qu'ils sont Oui, mais en fait, c'était pas quand même une thérapie. Les petites statuettes de Freud, qu'on a appelé l'homostatue, c'est pas vrai. C'est plein d'interrogations. Il avait des petites statuettes d'Égypte au-dessus de son divan. Et il y a une grande psychanalyste, très emmerdante, mais une grande psychanalyste, qui s'appelle Marie Belle-Marie. Elle a écrit L'homme statue. Et ça m'inspire cela, parce que c'était ce que tu dis parfaitement. Elle expliquait pourquoi c'était très bien, pourquoi l'analysant, j'ai voulu faire plaisir à Antoine, pourquoi l'analysant finalement l'interrogeait beaucoup plus avec les petites statues que sont les statues.
Voilà. C'est vrai qu'on peut constater justement que les personnes qui viennent auront tendance à regarder tout, à scruter un petit peu, poser des questions. Qu'est-ce que c'est le tableau? Voilà. Ça change tout. Tout récemment, j'étais dans un groupe de gens un peu poussiéreux, comme dirait notre ami Frédéric. C'était impressionnant. Il expliquait qu'il avait l'icône de Roublev. Qu'est-ce que c'est l'icône de Roublev? Dans son cabinet d'attente. Et si on devait, ce qu'on va faire, c'est merveilleux, si on pouvait comparer les lieux de la psychanalyse et des différents psychanalystes, le chez-soi de la réception, c'est totalement différent. C'est impressionnant. Aussi bien historiquement que communément. Le lieu de Reich n'est pas du tout le lieu de Freud, ou même de Ferrandi, ou de Béatrice. Il y a des lieux d'une tristesse. Moi, je me plains tout de suite, je rentre à l'heure, mais c'est moi. Oui, ça me fait penser, j'avais un exemple tout bête, j'avais un crâne chez moi. Le fait que la personne le voit, pour certaines personnes c'est très intéressant, c'était en rapport avec Shakespeare, être ou ne pas être, la réflexion sur la mort, etc. Mais pour certains dépressifs, par exemple, c'était plutôt ça. Voilà. Donc il fallait l'enlever à chaque fois. Donc après, pour continuer un petit peu, on va, donc à travers l'environnement, on va permettre aux patients de s'extérioriser davantage, certes, mais c'est aussi un lien qui se crée avec la nature aussi, ne serait-ce que par l'observation de celle-ci qui agit comme un effet soignant. Le fait d'être devant un beau paysage vous apaise. Vous aurez tendance ou à rester dans le silence pour apprécier l'instant, ce qui aide la personne déjà, ou au contraire à vous confier plus facilement. Pardon. Donc on va avoir une visée thérapeutique qui va finalement fonctionner. Ça me fait penser un petit peu, parce que je proviens de l'éducation, à ce qu'on appelle la méthode Montessori. Donc justement, la méthode Montessori, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode créée par Maria Montessori au début des années 50, qui était une disciple de Condillac, pour qui, je cite Condillac, l'éducation de la connaissance s'effectue par le travail comparatif et associatif des sensations. Donc les deux aspects de cette méthode, ça consiste d'une part, on va dire, sur l'ambiance et d'autre part sur la relation pédagogique. Donc c'est ce que j'essayais de vous dire un petit peu depuis le début, à savoir l'ambiance de laquelle on parle ici, ça va être le lieu, et la relation pédagogique, ça va être comment nous, en tant que psychanalystes, nous positionner par rapport à cette personne venue nous voir. Et c'est aussi comment nous allons nous faire entendre. Alors quand je dis nous faire entendre, sachant que c'est censé être un travail de la part de l'analysant, cette fois-ci je prends le terme analysant, ça va être justement de pouvoir, en utilisant ce type de méthode, réussir à axer davantage sur un mieux-être du patient. Ce matin, Frédéric parlait du fameux professeur fantastique qui lui a donné l'envie d'évoluer. J'ai eu même, étant donné que nous étions dans la même université, le parcours initial est donc le même. Et cette personne, qui s'appelle Jean-Paul Resweber, qui est tombé de citer ce matin comme il faut, a écrit notamment des livres, à savoir par exemple les pédagogies nouvelles. Donc j'aimerais vous lire un petit extrait en rapport justement avec ces deux pôles de la méthode Montessori, juste pouvoir faire par analogie le lien avec ce que je viens de dire. Alors, le concept d'ambiance repose sur l'idée que le milieu étant la prolongation du corps de l'enfant doit être proportionné à ses besoins de préhension et surtout doit éveiller chez lui le désir de s'exprimer avec plaisir. Ces pièces claires, lumineuses, au regard bas et fleuri, aux meubles petits, de toutes les formes, comme dans l'ameublement d'une maison moderne, ces petits fauteuils, ces petites tables, ces jolies pentures, ces commodes basses à la portée de la main de l'enfant qui dispose des objets et prend dessus tout ce qu'il désire, tout cela a semblé une amélioration pratique importante dans la vie de l'enfant. Donc, selon Montessori, le maître, c'est comme ça qu'on va l'appeler,
fait aussi partie du décor. Comme nous pourrions dire, le psychanalyste fait partie aussi du décor. Quelqu'un qui serait négligé dans son apparence, qui aurait l'air sale, qui serait je ne sais quoi. La personne en face va se dire il est un peu bizarre, je ne vais pas forcément aller le voir. Et l'image, finalement, va être importante. Alors que finalement, cette personne qui avait l'air sale, pas bien, etc., est finalement le spécialiste mondial de la question et qu'il aurait pu justement le faire progresser. Je continue juste sur la citation, sur l'ouvrage de Jean-Paul Resveber. En se mettant à la portée de l'enfant, il renonce à la chair de l'autorité. Et là, justement, je trouve qu'on est dans quelque chose qui est fondamental. Est-ce que le psychanalyste doit être un maître, doit être, on va dire, celui qui a l'autorité? Non, tu n'as pas fini si tu as fini ta thérapie, ton analyse. Est-ce que tu es arrivé au bout? Je pense que c'est aux analysants eux-mêmes de le savoir. Et donc, forcément, c'est à nous de nous adapter. Pas de là non plus à faire n'importe quoi. Parce qu'il faut quand même utiliser, on va dire, notre connaissance technique sur la psychanalyse pour lui permettre, on va dire, d'accoucher son âme. Accoucher son âme fait référence, cette expression fait référence à la maïotique de Socrate en philosophie, qui consistait justement, comme je le disais avant, de pouvoir verbaliser. Donc un mal-être, par exemple. Je reprends sur l'ouvrage, c'est l'enfant qui est le centre moteur de ses décisions et de son apprentissage. Tels sont les deux axes caractéristiques des pédagogies nouvelles qui définissent la méthode de Montessori, l'image du corps et le renversement de la relation entre l'adulte et l'enfant. À ce jour, dès qu'il s'agit d'un enfant, on va être vraiment, on va dire, derrière. Il lui faut un environnement, il lui faut ceci, il lui faut cela, il faut qu'on s'adapte à lui, il ne faut pas lui faire trop mal, il faut l'enfant roi, un peu. Nous nous adaptons à lui. Alors il ne s'agit pas de lui permettre de faire tout et n'importe quoi, mais par, on va dire, le parallèle que je voulais faire avec justement cette méthode Montessori, ça va être pour un analysant d'essayer de dépasser le côté rigide, le côté d'avoir une meilleure pédagogie, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est dans la pédagogie que le psy, en général, c'est dans la pédagogie que va avoir le psy, en général, qui va déterminer justement la réception que l'analysant va avoir. Et, en tout cas, à mon sens, ça me paraît quelque chose vraiment de fondamental. Bon, à côté de ça, on pourrait dire que là, maintenant, on rentre dans un côté vraiment purement superficiel, à savoir la conception, par exemple, le design du cabinet. On voit se développer des cabinets salons, des cabinets qui vont dans les bars. Tu disais ce matin que la première fois que tu rentres, dit que vous allez boire un coup. Bon. Après, c'est peut-être sur l'usage de l'alcool qui est présent que là on va. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut laisser le patient fumer ou boire. Est-ce qu'on peut strictement, si on est strictement dans la psychanalyse, dire ben, on va boire un jus de fruits au café d'à côté? Ce n'est pas résolu. Est-ce que finalement l'analysant ne va pas mieux percevoir le fait d'aller boire un coup en dédramatisant justement sa démarche? Est-ce que finalement ça ne va pas favoriser son évolution? Qui paye aussi une question. Comment? Qui paye le coup? Qui paye le coup? Oui. C'est l'avenir de la psychanalyse, je n'en sais rien. Non, mais c'est une très bonne question. Très bonne. Est-ce que c'est le patient, pardon, l'analysant, l'analysé, ou le mal analysant, ou le mal analysé? C'est le rituel, tous les lundis matins, c'est le premier de la semaine, il arrive, je viens de faire monter, je me fais ça.
propose par exemple effectivement aussi café-thé. Café-thé, pourquoi? Pour créer quelque chose de plus, une ambiance, quelque chose de plus intime. Par contre, en rapport avec les interventions d'hier ou l'usage du corps dont on parlait, est-ce que finalement toutes ces méthodes d'entrée dans l'intimité physique, cette fois-ci du patient par l'intermédiaire du contact, ce serait quelque chose de positif? Je pense qu'il y a une certaine distance à avoir quand même. Ce matin, on a abordé effleuré ce thème. Il faut faire la part. Il ne faut pas qu'on confonde l'analyste avec un ami. Oui, je disais que ce matin déjà, on avait effleuré ce problème. Il ne faut pas que l'on confonde l'analyste avec un ami. Enfin, il y a plusieurs. Donc, allez voir un coup. En plus, ça peut être quelque chose de dévalorisant. On va boire un coup, on va parler un peu. C'est pas ça. Je veux dire, c'est bien de s'interroger, ça oui, sur ces choses-là. Ah oui, non, c'est dans notre... Je voulais juste... Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Mais, pour ma part, je dis, c'est dévalorisant et c'est pas une nécessité du tout. Ah non, je ne dis pas ça. Mais c'est une interrogation sur l'avenir. Oui. Comment interpréter du départ avec les pionniers de la psychanalyse jusqu'à l'arrivée, jusqu'à maintenant, comment évoluer? Parce qu'au fond, on n'évolue pas beaucoup. On crée des thérapies, des petites thérapies à sa manière, et ça devient le merveilleux, vous l'avez vu, dans 2 jours. Bon, du moment, c'est un peu étonnant. C'est compliqué, Est-ce que l'avenir de la psychanalyse, c'est d'être schizophrénique ou schizoïde? Ou est-ce que l'avenir de la psychanalyse, c'est pour faire la transition que je dis ça, c'est d'être beaucoup plus strict? Je ne sais pas répondre. Parce que finalement, il ne faudrait pas jouer entre les deux. Voilà, avec l'habilité, entre ce que nous a apporté tous les pionniers de la psychanalyse. En fonction de la personne qui se présente devant. Et pas simplement M. Freud, M. Machin, M. Rank, M. Il faut quand même se dire quelque chose, les personnes qui viennent nous voir ne connaissent pas forcément Freud, Lacan, Jung. Ils ne connaissent même pas, comme Antoine tout à l'heure, l'histoire de la psychanalyse. Les psychanalystes ne connaissent pas tous l'histoire de la psychanalyse. Heureusement pour eux, parce que qu'est-ce que c'est rageant? C'est intéressant, c'est passionnant, mais on n'est pas obligé, je ne pense pas qu'on soit obligé de connaître en telle année, au début du XXe siècle. Non, c'est intéressant, mais ce n'est pas une obligation. Ou alors, il faut que ça soit dit. C'est l'avenir de la psychanalyse. L'histoire, c'est l'avenir. L'archéologie, vous voulez tous être archéologues. Tous les pionniers de la psychanalyse rêvaient d'être archéologues. Ça avait frappé, ça, c'est impressionnant. Jung voulait être archéologue, Freud voulait être archéologue, presque tout. Sauf Reich, mais reste. Dans une phase d'apprentissage, c'est normal. On cherche à regarder un peu ce qui a été fait, Ils sont archéologues de l'âme. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai terminé. En fait, je voulais juste vous présenter, qui est un avis personnel, l'intérêt de travailler aussi sur le lieu et avec l'outil, on va dire, de différents types de thérapies à pratiquer, suivant surtout la personne. J'aimerais bien juste que les personnes d'aujourd'hui retiennent que, avant tout, parce que j'ai pas entendu ça une seule fois pendant les 2 jours, on est quand même là pour aider les personnes, pour les aider à s'analyser, à rentrer dans l'analyse d'eux-mêmes, et pas pour valoriser nos égos parce que nous descendons de Freud ou de Lacan ou de... On s'en fout. Voilà. On s'en fout. Je suis persuadé que dans l'avenir, peut-être que je délire, tant pis, à vous de me le dire, dans l'avenir, peut-être bien, l'avenir de la psychanalyse est totalement inconnu. Il ne se basera peut-être pas sur les habituels piliers, on va dire piliers, je n'en sais rien. Maxence, Si vous le savez. Je pense qu'on peut fonctionner comme ça, c'est très bien, le cabinet c'est très bien, mais on peut aussi en cas de blocage, moi j'ai vu faire, dire ben voilà, là on va faire un truc, et on voit. Et rien que de rentrer après, vous avez un changement d'attitude. C'est-à-dire là où la personne dit j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de prendre un café.
On va prendre un café, la personne paye le café, Oui. on retourne et là on a un changement d'attitude, il y a un déblocage. Donc ça peut aussi servir, c'est peut-être aussi l'évolution, ça fait peut-être partie de l'évolution et des choses, c'est du cas par cas en fait. Mais parfois quelque chose qui dure comme ça, qui linéaire, où rien ne sort, on sent quelque chose de lourd derrière, le fait de changer d'endroit fait un déblocage et offre une ouverture. Voilà, j'ai entendu par l'humour ce matin de dire la psychanalyse à côté de la machine à café. Oui, voilà, c'est ce que c'est. Est-ce que finalement, si ça marche, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas Si l'utiliser? Antoine ne va pas être d'accord. Je ne vais pas être d'accord. Non, non, c'est pas. Je parle de quelque chose de ponctuel, c'est pas. Mais ça peut ouvrir, aussi je pense qu'Antoine comprend ce que je veux dire, quelqu'un qui est complètement fermé, qui n'arrive pas, il faut trouver une porte. Moi, en 25 ans de pratique, mais en 25 ans de pratique psychanalytique, je n'ai jamais rencontré de personne totalement fermée. Seulement, je leur ai laissé le temps de s'ouvrir. Mais peut-être qu'il y a des gens. Le temps, ça veut dire même des années, quelquefois. Oui, mais il y a on est peut-être dans une société où les gens n'ont pas toujours envie de prendre le temps. Ah, et c'est ça, oui, mais alors. ça n'est pas forcément bien. C'est Mais on va exactement faire là ça. que va se jouer la psychanalyse. C'est là, exactement là. C'est une excuse, hein? Non, c'est la société Eh ben, robotisée que l'on a malheureusement. Quoi. Je suis désolée. En tout cas, merci à Alors, Sabrina. si on n'a pas le temps de s'occuper de sa santé,